Défilé militaire au Mali, c'était à l'occasion du 58e anniversaire de l'accession du pays à l'indépendance. Crise des Rohingyas en Birmanie, le chef de l'armée dénonce l'interférence de l'ONU dans les affaires birmanes. Puis le pape François a prononcé un discours en Lettonie, c'était dans le cadre de sa tournée dans les pays baltes. Heureuse de vous savoir, nombreux rendez-vous, bienvenue à toutes et à tous sur Sika TV. Le Mali a célébré ce 22 septembre le 58e anniversaire de son accession à l'indépendance. Une fête nationale sanctionnée par un grand défilé militaire auquel ont pris part 6 chefs d'État africains, le ministre français de la coopération internationale et les chefs des représentations diplomatiques accrédités au Mali. Le point avec Alima Bentouré. Pour le top départ de son 2e mandat à la tête du Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a voulu une célébration avec faste de la fête d'indépendance de son pays. Un défilé militaire qui démontre une certaine montée en puissance de l'armée malienne, synonyme d'une volonté affichée par IBK de faire de sa priorité la sécurisation du Mali, toujours confronté à la menace djihadiste. Nous sommes très honorés, très fiers d'être Maliens aujourd'hui, fiers d'être Africains. Nous avons vu une fête d'indépendance qui s'est déroulée dans les conditions les plus optimales. Nous avons vu un défilé professionnel. Nous avons vu un défilé à travers lequel nous constatons visu que notre armée est de retour. Un défilé où nous voyons des hommes qui sont bien équipés, des hommes qui sont bien encadrés, des hommes qui sont bien motivés et des hommes qui sont également prêts à relever les défis qui est de ramener la paix et la sécurité dans notre pays. Aux côtés des militaires maliens, une dizaine de forces étrangères ont pris part au défilé militaire sur l'avenue du Peuple. Ibeka et ses hôtes ont assisté au défilé des contingents du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Conakry, de la Mauritanie, du Niger, du Sénégal, du Tchad et de la France. Une volonté des chefs d'État de la sous-région d'aller ensemble dans la lutte contre les ennemis de la paix. Nous faisons face en ce moment à des défis énormes, à des menaces, je dirais, stratégiques qui peuvent mettre en péril la survie même de nos États. Donc cette cérémonie se déroule dans ce contexte et j'espère que ensemble, compte tenu de la forte coopération qui existe entre les deux pays au plan bilatéral et au niveau du G5 Sahel, nous ferons face à ces menaces-là et nous allons consolider la paix et la sécurité dans l'espace du G5 Sahel. Tous nos vœux, c'est des vœux de réussite, de succès, de paix, d'entente entre les Maliens et également de combat acharné contre le terrorisme qui est un mal qui nous mine tous, aussi bien le Mali, le Burkina Faso, le Tchad, le Niger que la Mauritanie. Donc nous travaillons ensemble, l'amitié entre nos deux peuples et nos deux pays sont consolidées. De leur côté, les partisans de Soumaïla Cissé continuent de contester la réélection du président Keïta, entachée selon eux de fraude massive. Vendredi, une manifestation des partisans de Soumaïla Cissé a été violemment réprimée par la police et 15 personnes, dont des membres de la direction de campagne de M. Cissé, sont détenues au commissariat du 1er arrondissement de Bamako. On reste au Mali où les leaders de l'opposition ont dénoncé la répression de leurs manifestations interdites par les autorités. C'était lors d'une conférence de presse au cours de laquelle ils ont demandé la libération de leurs militants détenus par la police. On écoute. La plateforme condamne avec la dernière rigueur ces actes inacceptables, dénonce les arrestations arbitraires survenues ce jour 21 septembre 2018 et exhorte les responsables à se ressaisir en libérant immédiatement ces victimes innocentes. Ce que nous attendons, c'est un geste réel qui montre qu'il y a effectivement une main tendue. Ce jour-là, on pourra nous dire, vous n'avez pas pris une main tendue. Mais pour le moment, elle est invisible. Mais nous aurons quel type d'État?
on aura un État où les chefs des institutions, comme par exemple le président, avant même d'être investis, se croient obligés d'aller remercier le président d'un autre pays de l'avoir aidé à conserver le pouvoir. Ça, c'est quel État? C'est un État vassal. Naufrage du ferry qui a chaviré il y a 4 jours dans le sud du lac Victoria. La Tanzanie endeuillée a prévu des funérailles nationales le dimanche prochain pour les victimes. Au moins 224 morts sont à déplorer. Les précisions dans cet élément. Il s'agit d'un grand deuil pour la nation tout entière. Au cours d'une cérémonie sur l'île d'Ukara, au large de laquelle le ferry a chaviré, une dizaine de cercueils ont symboliquement été placés dans des tombes individuelles, notamment ceux contenant des corps qui n'ont pu être identifiés. Les représentants de plusieurs confessions religieuses se sont relayés au micro dimanche pour de brèves prières et des gerbes de fleurs ont été disposées devant les cercueils. Les autres cercueils ont été mis en terre après la cérémonie où avaient été déjà emmenés par des proches souhaitant des funérailles plus intimes. En tant que l'un des chefs religieux de l'islam, nous sommes venus représenter l'institution pour offrir nos condoléances. Nous sommes en deuil. Nous avons perdu notre cheikh de l'île Ukara. Nous l'avons enterré hier à Ukerewe. Feu Aboubakari Hussein, père sur lui. Le docteur John Pombe Joseph Magufuli a été choqué par la nouvelle de la tragédie et il en est attristé. Il m'a demandé de transmettre ses condoléances aux familles qui ont perdu un proche. Je souhaite que nous puissions retourner à nos vies normales et que les âmes de nos bien-aimés qui ont déserté reposent dans la paix éternelle. Les drapeaux, comme à travers tout le pays, sont en berne pour 4 jours de deuil national ayant été décrété vendredi par le président John Magufuli. Le premier ministre de Tanzanie, Kassim Majaliwa, a indiqué qu'un mémorial serait érigé à Ukara et que les opérations de recherche des corps se poursuivaient, ainsi que des travaux en vue de sortir le ferry du lac. La présidence tanzanienne a annoncé que l'enquête a été confiée aux organes de défense et de sécurité. En République démocratique du Congo, des habitants témoignent d'une attaque à Beni. L'attaque attribuée à l'un des groupes armés les plus nuisibles de la région, les Alliés démocratiques, forces d'origine ougandaise, a fait au moins 18 personnes tuées, dont 14 civils. Les précisions dans ce reportage. Le territoire et la ville de Beni font face au terrorisme du groupe des forces démocratiques alliées ADF, dont la structure du commandement est tenue par les Ougandais. Ce week-end encore, une nouvelle attaque de ces derniers a fait plusieurs morts. Et selon plusieurs témoignages, l'attaque a été lancée à la tombée de la nuit entre 18h30 et 19h sur un quartier est de Beni, ville commerçante de plusieurs centaines de milliers d'habitants. Ma soeur a été blessée. Elle a reçu 5 balles au niveau de sa mâchoire supérieure. J'ai vu là-bas, à l'hôpital, 5 militaires blessés et 26 corps. J'ai vu que les corps étaient descendus d'une camionnette militaire, puis apportés à la morgue. Donc, il y a 19h. La première bombe est tombée vers 19h. Nous avons entendu l'ennemi lancer des cris de joie. Ils étaient nombreux, les femmes et les enfants parmi eux. Ils ont barricadé cette route. Il y avait 3 personnes à bord d'une moto. On a tiré sur 2 d'entre elles sur place et la 3e s'est échappée de justesse. Nous avons encore entendu les enfants des ennemis lancer des cris de joie. Ils se sont approchés après des victimes et les ont découpées avec des machettes. J'étais en train de voir toute la scène. L'attaque a suscité l'indignation sur les réseaux sociaux où certains Congolais dénoncent l'impuissance de l'armée et de la force de la mission des Nations Unies au Congo MONUSCO qui dispose d'une base à Beni. Ce journal se poursuit. Crise des Rohingyas en Birmanie. Le chef de l'armée donne de la voix et martèle que l'Organisation des Nations Unies n'a pas le droit d'interférer dans les affaires birmanes. Les détails.
Les Nations Unies souhaitent voir poursuivre pour le génocide des musulmans Rohingyas le chef de l'armée birmane, Min Aung Hlaing. Mais l'homme le plus puissant de Birmanie réagissait pour la première fois à un rapport cinglant d'une mission de l'enquête de l'ONU, publié la semaine dernière, qui accuse également les militaires birmans de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Min Aung a balayé l'hypothèse d'un éventuel retrait des militaires de la vie politique demandé par la mission onusienne. Il a précisé que l'armée resterait très impliquée tant que les conflits avec les multiples rébellions ethniques du pays ne seraient pas réglés. Il faut dire que malgré l'arrivée au pouvoir en 2016 du gouvernement civil d'Aung San Suu Kyi, les militaires conservent une place centrale dans le régime politique birman. Ils contrôlent 3 ministères régaliens, défense, intérieur, frontières, et se réservent un quart de siège au Parlement, ce qui leur permet de bloquer tout amendement constitutionnel susceptible de limiter leur pouvoir. Les enquêteurs de l'ONU ont demandé que 6 hauts responsables de l'armée, dont Min Aung, soient poursuivis devant la justice internationale. Les propos du chef de l'armée interviennent dans un contexte de grande tension entre la Birmanie et la communauté internationale. Outre le rapport de l'ONU, la procureure de la Cour pénale internationale a annoncé la semaine dernière l'ouverture d'un examen préliminaire dans ce dossier. Aung San Suu Kyi n'a à ce jour pas réagi au dernier rapport de l'ONU. Deuxième étape de sa tournée dans les pays baltes, le pape François a mis le cap sur la Lettonie. Le souverain pontife, dans le cadre de sa visite, a prononcé un discours. Pour la première étape d'une visite de 4 jours dans les pays baltes, le pape François, à peine arrivé à Vilnius, a dénoncé, sans citer de nom, ceux qui expulsent les autres et loué la tolérance et l'hospitalité des Lituaniens. Il a donné cette nation à majorité catholique en exemple à la communauté internationale et notamment à l'Union européenne. Le développement des communautés ne se réalise pas et ne se mesure pas non plus uniquement par le potentiel des biens et des ressources qu'on possède, mais par le désir qu'on a d'engendrer la vie et de créer l'avenir. Cela n'est possible que dans la mesure où il y a un enracinement dans le passé, de la créativité dans le présent, ainsi que de la confiance et de l'espérance dans l'avenir. Aujourd'hui, la visite de votre sainteté est un puissant élan pour poursuivre les idéaux de dignité humaine, de liberté et de justice. Votre visite inspirera et renforcera nos familles, notre société et notre pays. La Lituanie et les autres pays baltes ont connu une croissance économique rapide, mais aussi l'apparition d'inégalités sociales et une migration massive de jeunes vers l'Occident qui pose un sérieux problème. Le 25e déplacement du pape à l'étranger s'annonce a priori serein. Voilà, c'est sur ces belles images que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt.